Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Notre invité du jour est un chef étoilé, une figure de la gastronomie qui a enfilé son premier tablier en 1967, enfant du pays de Morlaix. La cuisine lui coule dans les veines depuis son plus jeune âge. 2 étoiles conquises sur les territoires bretons, une carrière culinaire rythmée par les voyages. Il a effectué son dernier service en octobre 2019 dans son dernier restaurant, l'hôtel de Carantec. Une nouvelle vie désormais, mais pas si loin des fourneaux tout de même. Bienvenue Patrick Geffroy, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. On va remonter le fil de votre histoire. Ce matin, on va parler gastronomie, histoire, mais surtout passion. À vos côtés, Christophe Le Fur, vous êtes chef étoilé de l'auberge Grand Maison. Et Jean-Luc Maillard, vous êtes directeur et conservateur de l'écomusée du Pays de Rennes. Bienvenue à tous les trois. Alors, au cours de cette émission, on va rester très ancré quand même dans le Finistère. Même si vous êtes né à Rennes, oui. Le 29, comme diraient les jeunes, c'est une grande partie de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre Finistère? À quoi il ressemble, votre Finistère? Alors, pour pas vexer les autres Bretons, le Finistère, c'est la vraie Bretagne, quoi. C'est le bout de la terre, mais c'est les petits rochers tout ratatinés des monts d'Arrée, qu'on appelle nous encore la Bretagne chez nous, avec un nord, un sud, parce que quand on est dans le Finistère nord et qu'on passe les monts d'Arrée, on se retrouve dans le Finistère sud, c'est pas le même climat, c'est une Bretagne riche en coutumes, en costumes, en langue, parce que la langue bretonne est vraiment très très forte en Finistère, dans les Côtes d'Armor aussi d'ailleurs, mais et voilà. C'est une Bretagne forte pour vous? Ah oui, c'est une Bretagne très très forte. C'est une Bretagne d'eau aussi, hein, parce que le Finistère, c'est le territoire qui a le plus de côtes maritimes. Et puis aussi une Bretagne agricole aussi très importante, parce que le Finistère produit énormément de légumes, pas toujours dans le bon sens, mais enfin on produit énormément de légumes. Et puis l'agriculture animale aussi, l'élevage très important. Vous pourriez en parler des heures. Oui. Et quand je voyage, je suis un vrai représentant de mon pays. Oui. Vous avez toujours le petit drapeau qui traîne par-ci, par-là. Vraiment. Alors, Morlaix, c'est votre fief. C'est un lieu qui a bercé votre imagination d'enfant. Comment est-il devenu le Walt Disney, comme vous aimez à le dire, de Patrick Geffroy, quand il était petit? Quand j'étais petit, j'étais en plein centre de la ville. L'école était presque au plein centre de la ville. La cantine était à la mairie, donc en plein centre. Ouais. Et il y avait une rue qui passait de l'école à la mairie pour aller à la cantine. En plus, j'habitais le quartier. J'avais 2 avantages, c'est que j'habitais le quartier tous les jours. Ouais. Et quand j'allais à la cantine, je passais dans une rue où il y avait un boucher, un charcutier, un pâtissier, un hôtel magnifique qui me faisait rêver, où je suis devenu le chef plus tard, parce que je n'étais pas prévu. On reviendra, oui, après. Ma grand-mère avait eu un restaurant juste à côté aussi, dans une rue adjacente à cette rue. Et donc je voyais les charcutiers, les épiceries fines, tout ça, ça me faisait rêver. C'était Walt Disney pour moi, tout ça. Et quand vous le racontez, vous voyez encore les images qui défilent dans votre tête? Ah oui, puis je ne veux pas les oublier, je ne veux pas les effacer. Ouais. C'est trop beau. Moi, je voyais les agriculteurs, quand j'étais gamin, venir avec des charrettes et des mulets amener leurs produits au Hall de Morlaix, qu'on a malheureusement fracassé aujourd'hui. Mais je regardais, j'aime souvent raconter ça, mais quand j'étais petit, il y avait une épicerie fine à côté de chez moi, à 50 mètres de chez moi, avec le monsieur avec un tablier en cuir, le crayon dans les oreilles, et qui mettait le café dans le sac, ou les lentilles ou des haricots secs. Et ce qui m'intéressait à l'entrée du magasin, de regarder ce monsieur, savoir quand est-ce que le sac allait exploser quand on le tournait comme ça. Oui. C'était magique, ça, pour moi. Et il y a aussi ces images fortes qui vous portent aujourd'hui aussi. Ça, c'est ma grand-mère avec ses commis. Tu vois, c'est magnifique, non? Quelles années à peu près? Ça, c'est 1932. Ouais. Oui, la dame à droite a une coiffe de carré sur la tête. Et ma grand-mère aussi qui est assise. Dans les torchons sur les épaules. Et tout le monde a des boutouquates, hein, tout le monde a des sabots en bois. Oui. C'était en plein centre de la ville. Et ces images, elles sont fortes pour vous parce qu'avec le recul, vous vous rendez compte que c'est un joli trésor? Ou est-ce que ça vous a toujours porté? C'est un joli trésor, mais ça m'a aussi porté parce que ma grand-mère Marianne, quand j'étais enfant, j'avais la chance de pouvoir aller ramasser les pommes,
d'aller chercher les poireaux, d'aller cueillir la mâche avec son petit couteau, de pouvoir commencer à cuire des pommes fruits dans son four à bois. J'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est des choses qui m'ont... Je ne peux pas expliquer. Il y a toujours eu des bons petits plats à la maison. Oui, et puis je ne peux pas expliquer pourquoi ce métier m'a attiré. Pas que la cuisine, parce que, encore une fois, tous les costumes du métier de l'alimentation me fascinent. Vous voyez, les cuisiniers ont des vestes blanches, mais les charcutiers avaient des vestes en pied de poule. Nous, on avait des pantalons à pied de poule. Le boucher avait un tablier qu'avec une seule bretelle, avec un queue en tire-bouchon derrière qui me fascinait aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose de magique dans tout ce que vous racontez. Ah oui, oui, oui. Lors de la féerie, presque. Les maîtres d'hôtel, quand je passais devant l'hôtel, où je suis devenu chef plus tard, qui étaient avec leur grand tablier noir, le grand tablier blanc, pardon, leur gilet noir, le papillon, l'exercice de la monnaie dans les petits gilets. Tout ça, c'était des magiciens pour moi. Justement, vous le disiez, c'est dans ce restaurant, cet hôtel, que vous allez avoir votre première étoile après 17 ans acharnés dans les cuisines, comme tout cuisinier qui se respecte. Quel symbole c'est pour vous? Parce que vous vous imaginiez un jour être à l'hôtel de l'Europe, obtenir votre première étoile, alors que vous avez ces images-là de vous qui regardez cette institution avec des yeux d'enfant. Mais la vie est étrange, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, pourquoi ça arrive comme ça. Vous croyez au destin? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je ne crois pas au destin, mais je crois à l'envie de faire, par contre. Ça symbolisait quoi pour vous? Presque comme une communion avec la dame qu'on vient de voir, qui était ma grand-mère. Oui, parce qu'en plus, ma grand-mère a perdu son restaurant très tôt dans sa vie. Et comme j'étais à 50 mètres à l'hôtel de l'Europe, j'étais à 50 mètres du restaurant de ma grand-mère, quelque part, je me considère que c'était aussi un petit peu comme une revanche. Et j'étais très fier. Malheureusement, elle n'était plus là quand j'ai eu mon étoile, mais il y a quelque chose qui ne m'a jamais quitté, partout où j'ai voyagé dans le monde, c'est sa cuillère en bois pour saler le beurre. Je ne peux pas aller quelque part sans la cuillère en bois de ma grand-mère. Ah oui. Et j'imagine que les parents aussi devaient être fiers. Oui, oui, bien sûr. Voilà, tout à fait, bien sûr. Et si on demandait à la principale concernée, vous voyez de qui je parle? Marie-Annick Donjon est avec nous. Bonjour Marie-Annick. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, tant mieux. Elle est confinée. Je sais, elle est confinée, Covid oblige. Mais j'imagine que vous vous souvenez de la première étoile de votre fils? Oh oui, alors. C'est quoi les souvenirs qui vous viennent? Oh bah écoutez, il n'y a rien de plus agréable que ça. Hein. On a été tellement critiqués. Oui. Ça nous fait rire en tous les cas, alors c'est déjà pas mal. Vous vous souvenez de leur regard quand vous leur avez annoncé la première étoile ou pas? Ah bah oui, en plus j'étais pas loin de ma maman à cette époque-là. J'habitais juste à côté, donc bien sûr que je m'en souviens. Et ma maman a été une bonne cuisinière aussi, et puis elle a eu un restaurant. Donc voilà, c'est un monde. Et puis ma maman me faisait très très bien manger. Mais non, malheureusement aujourd'hui elle est un petit peu âgée. Et puis elle est très sensible au bon goût quand même. Voilà, c'est peut-être ça qui aussi m'a amené ce métier. Marie-Annick, Patrick Geffroy, il était plutôt bon mangeur, gourmand quand il était petit? Non, pas gourmand. Ah, d'accord. Non, pas gourmand, mais curieux. Ouais. Il aimait goûter de tout? Il était toujours dans les jupons de ma belle-mère, qui était bonne cuisinière aussi. Ouais. Quand elle ouvrait le fourneau, qu'elle faisait son poulet rôti, là, c'était lui qui avait le droit d'arroser le poulet. Ah oui, d'accord. Il avait quelques privilèges. Ah oui, c'était un vrai privilège de la part de ma belle-mère, sûrement, oui. Et est-ce que vous auriez imaginé une telle trajectoire de votre fils, une telle carrière dans la gastronomie française? Non, madame, non, mais je suis fière de ça. Ouais. Oui. Et j'espère que c'est lui qui vous fait à manger aujourd'hui. Vous savez, quand il était à Carantec, oui, j'aimais bien aller à Carantec parce que je n'aimais pas aller dans la salle à manger. Alors il était toujours à son second, faites du poisson pour maman.
Et je mangeais dans la cuisine auprès où je le voyais évoluer aussi, quoi. Alors pourtant... À manger, je ne le voyais pas. Et moi, pour moi, c'était un vrai balai que de le voir pour le coup de feu, la faire à manger. Oui, il y a des images qui vous restent en tête. Pourtant, vous vous êtes parfois rêvé dans un autre monde, plus près de la Seine, Patrick Geffroy. Et finalement, non. Oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Dans les époques anciennes, on passait un examen de passage en 6e si on n'était pas trop doué à l'école. Parce que moi, je ne voulais pas me casser trop la tête, je voulais être cuisinier. Donc, mais à l'époque, il y avait un questionnaire et j'avais marqué cuisinier ou comédien. Et mon papa m'avait mis une baffe. Je m'en rappellerai toute ma vie. Vous vous en souvenez, Marie-Annick, de cet épisode il vous a parlé de ses envies de faire de la comédie? Tout petit. Ben écoutez, il avait 7 ans. Il me disait toujours, moi, quand je serai grand, je serai cuisinier. Je dis oui, ben on en parlera. Parce que quand les gens sont en cuisine, ils ne sont pas à la fête, hein, on n'aura jamais de fête. Je m'en fous, je serai cuisinier. C'était sa vie. Mais maman, on a fait de la comédie aussi plus tard. Hein. Ah oui, beaucoup. On a fait le théâtre de Le Cornier-Chaborlais. Ouais. Vous avez réalisé un second rêve. Il aimait ça. Hein. Et ma maman faisait les costumes de théâtre. C'est grâce à elle que vous aimez aussi cet amour des costumes, ce regard que vous avez un peu fin autour de ça? Peut-être parce que ma maman est une grande couturière et elle a eu un magasin de tissus aussi, donc elle a fait plein de costumes. Elle a fait des costumes pour le carnaval, elle a fait des costumes pour le théâtre. Elle a même fait la figuration dans un feuilleton ou dans une série, je ne sais plus. Une famille de cuisiniers et d'acteurs. Marie-Annick, peut-être on va bientôt vous libérer. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre fils aujourd'hui? Ah ben là, je suis tellement surprise, vous m'estomaquez que je ne sais pas quoi lui dire. Et moi aussi, maman. De plus en plus fort, quoi. Bon, c'est sympa de se voir quand même par écran interposé. Je sais pas. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Marie-Annick. Vous pouvez continuer à suivre l'émission depuis votre chambre. Merci beaucoup. Je t'embrasse, maman. Je t'embrasse, mon petit. Bisous, maman. Voilà, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait vous faire parce que vous auriez aimé l'inviter, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Vous voyez, elle a 88 ans, mais appelle mon petit. Hein. Ouais, oui, jusqu'au bout. C'est normal. Et alors, tu es le grand de la famille ou... Oui. Tu restes son petit. Ouais, j'ai toujours aimé que ma mère m'appelle mon petit. Ah, ouais. Vous apprenez, j'imagine, des choses sur Patrick Geffroy, Christophe Lefèvre. Oui, Patrick, ça a été quand je suis revenu moi en Bretagne après 18 ans passés à Paris. Patrick m'a appelé, m'a ouvert ses portes en me disant si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je me rappelle pour mes 1 an, tu m'avais fait livrer une espèce de grande fleur. Là, j'ai dit waouh, quel monsieur. Et là, je suis ému de l'entendre parler parce que c'est un vrai homme, un sentimental. Alors Finistère, il parlait du Finistère, mais je pense qu'il a oublié de dire un mot, c'est aussi caractère, quoi, parce que Patrick, il a du caractère et c'est ce qu'il veut. C'est un grand homme, c'est vrai que c'est un grand cuisinier. Pour nous, les petits derrière, on arrive derrière. Et ce sont des figures de la gastronomie bretonne et française. Et c'est aujourd'hui aussi grâce à ces chefs que le territoire de la Bretagne en est là aujourd'hui. C'était tout naturel pour vous de lui tendre la main à cette époque, en 2004, quand il décide de revenir en Bretagne? C'était naturel, c'est qu'à un moment donné de ma vie, de ma carrière professionnelle, j'ai eu une notoriété. Hein, je n'ai pas fait exprès, c'est arrivé comme ça. Et j'en ai profité pour beaucoup de choses. Pour aider des garçons comme Christophe, pour aider des apprentis plus tard à les placer ailleurs. Parce que quand j'étais gamin, moi, je n'ai pas eu cette opportunité. Et donc, autant l'utiliser de bonne façon. Et ça fait plaisir, en plus. Ça fait plaisir de faire plaisir. Et c'est rare d'avoir de telles mains tendues dans ce métier qui, parfois, est un peu solitaire, un peu concurrentiel. Oui, mais c'est aussi...
quand j'entends avec sa maman, voilà, c'est des relations, c'est peut-être générationnel aussi. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus individualiste. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, voilà, vous êtes peu liés entre vous. Aujourd'hui, on a du mal à s'appeler. C'est vrai que les temps ont changé un peu. Et c'est dommage parce qu'on a besoin aussi de s'appeler, de se rencontrer, d'échanger. On a des problématiques, on a des solutions, on a des jeunes. C'est eux derrière nous qui pousseront demain aussi. Donc, voilà, il faut penser à tout ça. Et voilà, Patrick, il le fait aussi encore aujourd'hui parce qu'il sait qu'on en a besoin et peut-être qu'aujourd'hui, comme il a plus de temps, je ne vais pas dire en retraite parce que je pense qu'il n'aime pas du tout ce mot-là, mais il a plus de temps et grâce à lui, on va pouvoir, nous, dans nos maisons, on a beaucoup d'occupations aussi, mais voilà, du temps pour nous aussi et ça fait du bien aussi. Il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Patrick, on vous propose de remonter 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, vous vous souvenez d'une date importante ou pas ? 20 ans, c'est Carantec. Ouais, 2002, la deuxième étoile. Ouais. On replonge dans nos archives, regardez. Cela faisait 28 ans qu'il n'y avait plus de table classée 2 étoiles Michelin en Finistère. Le manque est désormais comblé grâce à Patrick Geffroy. Son hôtel de Carantec vient de recevoir un second macaron au guide rouge. Belle récompense pour un chef dont le talent est reconnu depuis longtemps. J'ai eu la première étoile en 84, quand j'étais à Morlaix. Et pour moi, en tant que cuisinier, c'était un bonheur. Et puis après, quand j'étais à Pounéra, dans les Côtes d'Armor, j'ai retrouvé mon étoile tout de suite et j'en étais fier. J'ai gagné 10 ans. Là, je reviens à Carantec l'année dernière. J'ai une étoile. Cette année, deuxième étoile, c'est la bénédiction. Défenseur des petits marchés contre l'uniformisation des grandes surfaces, Patrick Geffroy est attaché aux produits du pays. J'utilise beaucoup Saz, j'utilise la bouillie d'avoine, j'utilise toutes les choses qui ont une relation avec mon pays très forte. La terre et la mer, on est tous comme ça en Bretagne, les cuisiniers, on est tous marqués par notre terroir. Ce qui ne l'empêche pas, lui, le grand voyageur, d'aimer divaguer avec les épices. Et riche de toutes ses saveurs, il crée sans cesse de nouvelles recettes. Moi, ça fait 35 ans que je suis cuisinier. Aujourd'hui, j'ai le goût de la pomme dans ma tête, j'ai le goût de l'anis dans la tête, j'ai le goût du blé noir cuit, du blé noir pas cuit, de la betterave crue, de la betterave cuite, de l'oignon. Ces choses sont toutes dans ma tête, du citron confit. Et j'ai pas besoin de trop réfléchir pour faire une recette. Virtuose de l'improvisation, Patrick Geffroy peut savourer son plaisir. Ils ne sont que 6 cuisiniers en Bretagne à être 2 fois étoilés. Voilà pour cette archive qui date de 2002. C'est vrai. Ça fait drôle de se voir comme ça. Ah oui, ouais, je voudrais bien revenir. Hein. Ouais. Ouais, je veux bien, je signe tout de suite. Moins 20. Cette époque, et même de retourner au fourneau. Ouais, cette époque, elle signifie quoi pour vous ? 2002, deuxième étoile. Déjà, c'est une aventure inimaginable, Carantec, parce que j'avais travaillé à Carantec en 68, dans un petit hôtel magnifique, avec des gens merveilleux, une vraie famille. Et on me dit, il y a un hôtel à vendre à Carantec. Moi, je connaissais Carantec, parce que c'est mon pays. J'y avais travaillé encore une fois, donc en 68. Qu'est-ce que j'allais faire à Carantec ? C'était un coin de bord de mer, ça allait travailler que 4 mois ou 5 mois l'été. Donc, mais par contre, il faudrait que tu ailles voir le restaurant quand même, l'hôtel. Donc quand je suis rentré dans cet hôtel, qui n'était pas celui qui est devenu après, quand j'ai vu la vue qu'on vient de voir là à l'image, j'ai vu la baie de Morlaix comme je ne l'avais jamais vue. À 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, je n'avais jamais vu cette vue-là. Moi, c'était extraordinaire. C'est un peu le coup de foudre. Donc voilà, oui, c'était donc et on est parti dans des investissements un peu fous à l'époque. J'ai pas réalisé, on a foncé. Et au bout du début de la deuxième année, là, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et là, j'ai eu très, très peur. Oui. Ouais. La première année, j'ai rien vu du tout. Ouais. J'étais dedans. Là, j'ai eu très, très peur. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Et donc, la deuxième étoile arrive. Visiblement, c'était pas une erreur. Non, ouais, c'était formidable. Alors, 50 ans passés au fourneau, vous êtes toujours fasciné par les légumes. 52 ans. 52 ans, pour être précis. Ouais, j'aime bien dire 52. Qu'est-ce qu'il raconte pour vous, un légume ?
Vous êtes fan apparemment de l'artichaut. Oui, mais alors légume, c'est plus qu'un légume, quoi. C'est plus que quelque chose qui nourrit. Ouais. C'est une sculpture. Moi, je dis toujours qu'un légume, c'est une sculpture extérieure et intérieure, c'est une vraie peinture. Parce qu'à l'extérieur, c'est une vraie sculpture. L'artichaut, un oignon de Roscoff, un poireau, ça a l'air bête, mais c'est magnifique. Une carotte avec ses fans, c'est d'une beauté. Quand elle sort de la terre, c'est une petite radicelle, c'est d'une élégance. On ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas, et quand vous le coupez, vous avez encore une autre vision qui est toujours très très belle. Enfin voilà, les légumes pour moi, oui, j'en saute de joie. Sur la photo. En passionné d'histoire, l'action de l'écomusée du Pays de Rennes va forcément vous intéresser. Jean-Luc Maillard, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de 3 décennies de travail que vous menez à l'écomusée de Rennes. Vous parliez tout à l'heure de pommes, le goût de la pomme que vous avez en tête. Et bien à l'écomusée, vous en avez 120 variétés, c'est ça ? Exact, oui. 120 variétés du Pays de Rennes au sens large. On va dire 30 km autour de Rennes. On n'a pas voulu aller taper dans le reste du patrimoine, puisqu'il y a d'autres conservatoires. Voilà. On s'est concentré sur ce qu'il y avait autour de Rennes. Un des grands pays à cidre, comme le Val de Rance, comme le Vantais, comme le pays de Quimperlé, la Hauts-et-Fouesnant. Voilà. Il y avait des terroirs à pommes, et du coup, il y avait plein d'agriculteurs ou d'ingénieurs agronomes qui créaient des variétés. Donc il y a un patrimoine. Et comment on cultive, entre guillemets, toutes ces 120 variétés, comment on les rassemble et on commence à les faire vivre? C'est un travail de longue haleine, j'imagine? Oui, c'est un travail un peu de détective, on appelle ça de l'ethnobotanique. Alors c'est un peu savant, mais ça veut dire qu'on court la campagne, qu'on va voir des gens, où on dit tiens, vous avez un gros verger, est-ce que déjà vous connaissez le nom de vos variétés? Vous ne pouvez pas savoir le nombre de très beaux vergers qu'on a vus, où les agriculteurs nous disaient c'est le verger de mon père, moi ne me demandez pas le nom des variétés. Donc, quand on tombait sur quelqu'un d'intéressé par la pomme, on notait, et l'année suivante, on venait prélever des greffons. 120 variétés, c'est quand même dingue. Hein? Mais c'est faux. Et à côté de Garland, il y a un monsieur qui s'est mis dans le cidre là, et qui fait de la recherche aussi comme ça de vieilles pommes anciennes qui ont, pour ainsi dire, disparu. Oui, des variétés. On vous connaît aussi beaucoup l'écomusée de Rennes parce que vous sauvegardez et valorisez des races anciennes. Et parmi la mascotte de ces races anciennes, c'est la coucou de Rennes. Vous savez, je crois que c'est un cheminement. Ça commence dans fin des années 80, mi-80. On prend connaissance, ce qui n'existait pas avant, du patrimoine, ce qu'on appelle du patrimoine génétique. Avant, on ne parlait pas de patrimoine paysager. Là, on découvre qu'il y a plein de races locales qui sont laissées à l'abandon. L'INRA travaille sur la génétique de demain. Et puis, ce qui est moins productif n'intéresse pas. C'est là que des organismes comme nous, on n'est pas les seuls, le parc d'Armorique a aussi travaillé dans ce domaine-là. Et on va s'intéresser à ce patrimoine-là. La clé d'entrée, ça a été les pommes. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'histoire du cidre, de l'économie du cidre, qui était colossale à Rennes. C'était fou le nombre de fûts qui rentraient en ville pour aller dans les dépits de boissons. Donc, du coup, gros patrimoine pomologique. Puis, on a mis le doigt dans quelque chose. Moi, je ne savais pas quand je me suis mis là-dedans. Et puis un jour, je me dis, mais pourquoi on n'irait pas vers l'animal? Parce que c'est la même chose. Et puis je me suis mis en quête de la coucou de Rennes et tout le monde m'a dit, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je l'avais vu 5 ans avant à Nancy, comme ça, et il n'y en avait plus. On a fait une enquête, et je ne l'aurais pas le nommer, c'est Ouest France, un journaliste qui me dit, écoute, si tu piétines, on fait une annonce, Grand Ouest. On tape large, et pof, coup de fil du Maine-et-Loire, d'un ancien maraîcher du Gros Chêne, à Maurepas, ici, exproprié par l'urbanisation de la ville, qui part avec ses coucous parce que c'est son souvenir, c'est son doudou, et donc il part dans sa nouvelle ferme. Puis voilà, il est perdu de vue, et puis il se manifeste. Et là, c'est le début de l'aventure de la coucou. Et même pour vous, Patrick Geffroy, vous avez eu un petit instant... Oui, dans les années 90, quelqu'un qui est venu, premier restaurant. Alors, vous parlez de la coucou. Monsieur me dit que c'est Monsieur Renaud, mais je ne m'aventurerai pas à dire oui ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les années 90, j'étais démarché à l'époque. Et c'était tout nouveau, quoi. C'était vraiment tout nouveau. Et vous êtes sensible à cette démarche de valorisation d'un patrimoine vivant, d'un patrimoine du terroir? Complètement. C'est un trésor. C'est un trésor parce que suivant ce qui va se passer sur notre planète, des musées comme ça sont pas aussi importants par l'image du musée, mais pour moi c'est même plus que ça, c'est pour le futur.
peut-être qu'aujourd'hui, les plantes qu'ils ont avec eux vont vraiment servir plus tard pour la planète parce que on sera dans la difficulté de... Vous ne croyez pas ? Si. Et puis moi, ce qui me marque aussi, c'est qu'on parle de végétaux et d'animaux. Et je m'aperçois, ça c'est ma grande révélation professionnelle à mon âge, c'est de me rendre compte que derrière, c'est une histoire humaine profonde, qui remonte à souvent très loin. La sélection, c'est long, c'est des choix humains, c'est des goûts, on rejoint votre métier. Et puis voilà, les agriculteurs, avec leur bon sens, vont orienter la Bretonne Pinoire avec son lait très gras, le Port Blanc de l'Ouest avec une qualité de chair très fine, et puis la Coucou de Rennes. Donc voilà, on a été les révélateurs de ce qu'on appelle les produits de terroir, mais c'est bien plus que ça, c'est des générations de paysans qui ont travaillé. Et vous êtes souvent en lien avec les producteurs et les restaurateurs ? Oui, on essaie. Et pour la Coucou, on a parlé de Paul Renaud, qui était un paysan très généreux sur Rennes, mais qui fournissait de la volaille de qualité aux grands chefs. Et je dois dire que ces grands chefs ont été pour nous aussi facilitateurs. Il y avait des gros carnets d'adresses et du coup, tout s'ouvre là. Et je me suis aperçu que, voilà, dès qu'on touche effectivement à cette gastronomie mêlée à du patrimoine, c'est des mots magiques. Sur d'autres dossiers, j'ai piétiné, voire j'ai échoué. Et là, la Coucou, il suffisait de prononcer le mot magique et les portes s'ouvraient ou les journalistes venaient. Et voilà, ça prouve qu'il y a un intérêt pour cette thématique-là et ce patrimoine-là. Alors vous, Patrick Geffroy, vous avez aussi tenté de remettre de l'histoire dans l'assiette avec un plat. En 1983, un plat assez original avec une cuisson au galet. À l'époque, je ne savais pas que cette recette paraissait très intellectuelle, parce que je ne suis pas du tout intellectuel. Mais elle avait cette image-là, et à un moment donné, c'est devenu compliqué. Et après, c'est devenu gaguesque, parce que quand on m'a dit que je faisais comme une grande marque de produits ménagers, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai trop vexé. Mais oui, c'était... j'avais vraiment travaillé, parce que c'était par rapport à un livre de Claude Lévi-Strauss que j'ai survolé, lu, relu, mais de par-ci, par-là, parce que c'est pas un livre qu'on lit comme ça. Ça s'appelle Le cru et le cuit, c'est très compliqué. Et ça consistait en quoi, alors, ce plat ? Mais le plat était la découverte du feu à travers la pierre chaude, parce que quand l'être humain a dû découvrir une pierre brûlée avec un orage, un éclair, et que ça a pris feu, il a dû peut-être voir un animal qui avait été tué par la foudre et qui était en train de cuire, et il a dû, je sais pas, enfin, c'était mon imagination à moi, et donc il s'est aperçu que la nourriture cuite était aussi très très bonne. Et puis, Claude Lévi-Strauss expliquait aussi que les Indiens d'Amérique coupaient des bandelettes de bison et les mettaient sur les pierres à chauffer au soleil. Ou les Indiens du Nord canadien prenaient des bandelettes de saumon aussi qu'ils enroulaient dans des morceaux de peuplier. Et ça se transforme comment en la sauce Patrick Geffroy ? Et ben voilà, c'est la pierre, du galet au bord de mer. Galet au bord de mer quand j'étais petit, je me brûlais les pieds quand on est à la plage de mon enfance. Je les ai fait couper avec un marbrier qui me prenait pour un cinglé. Et puis je les mettais au four très chaud. Et à côté de ça, je servais des petites galettes de sarrasin qui représentaient le Moyen-Âge. Et puis l'Antiquité, c'était la sauce garum qu'on a découvert à côté de Pont-l'Abbé quand les Romains étaient là. Voilà, c'était une recette qui avait 3 époques de l'histoire de la vie. C'est un plat qui a compté pour vous ? Énormément, oui, énormément. Ouais. C'est un plat qui m'a fait connaître dans la France entière à l'époque. Voilà. Ouais, vous en avez entendu parler de ce plat, Christophe Le Fur ? Oui, ça le suit. C'est comme sa cuillère en bois. Alors, vous avez rendu votre dernier service en octobre 2019. Vous dites souvent « ça ne m'a fait rien de revendre ». Vous n'êtes pas quelqu'un de nostalgique, Patrick Geffroy ? Alors, quand j'ai vendu mon premier restaurant fermé à clé, je suis parti à Carantec. Quand j'ai vendu Carantec, j'ai donné la clé et je suis parti de Carantec. Parce que j'avais une autre vie qui s'ouvrait devant moi. Malheureusement, le Covid est arrivé là. Donc, mince, on ne l'avait pas prévu celui-là. Comme tout le monde, ça a été un peu dur pour moi, mais je suis un grand voyageur depuis plus de 35 ans. Et donc, mon métier de cuisinier m'a fait beaucoup voyager et me fait encore voyager. De nouveau un petit peu, mais pas beaucoup. Mais si vous voulez, j'avais une nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi, où j'avais le temps, je pouvais partir un mois et demi si je voulais. Ouais. C'était même prévu comme ça. D'ailleurs, en mars
en mars 2020, je devais aller au Japon, je devais aller en Chine, je devais aller au Vietnam, je devais aller aux Maldives, je devais aller, je devais aller en Amérique latine. Voilà, et puis je pouvais me promener en même temps parce que je suis très curieux. Ouais. Je suis très curieux Et ce qu'on voit aussi, c'est que chez Patrick Geffroy, on ne chôme pas même à la retraite. Vous êtes aussi le président des bouffons de la cuisine. Ouais, très important. Quand la gastronomie s'ouvre aux plus fragiles d'entre nous. On va regarder ce Faites bien de reportage le signaler. et on revient tout de suite après. C'est un moment festif qu'il n'aurait raté pour rien au monde. À 2 semaines de Noël, 37 bénéficiaires et bénévoles des Restos du Cœur et du Secours Populaire ont été invités pour un repas digne d'un restaurant gastronomique. Saint-Jacques, volaille, assortiment de fromage, tarte au citron et macarons. Alors que demander de mieux quand on est reçu comme ça? Il est divin, c'est un repas gastronomique, quoi. On n'a pas l'occasion d'en manger tous les jours. Un festin de Noël préparé dès le début de matinée par les étudiants en restauration du CFA de Brest. Ils sont habitués à préparer des repas quotidiennement, mais aujourd'hui, leur travail a une saveur particulière. La cuisine, c'est ça, c'est faire plaisir les autres et se faire plaisir aussi. Pour les aider en cuisine, des restaurateurs reconnus comme Olivier Belin, chef 2 étoiles de l'auberge des Glacis. Comme un cuisinier, une cuisinière, comme moi, voilà. Le geste souple, léger, détendu des pâtes arrière. Au-delà de la solidarité, c'est aussi la transmission qui guide cette journée. Quand on peut venir, ici ou ailleurs, dans nos établissements, pour montrer qu'on on peut faire des choses différentes, c'est la transmission et c'est notre savoir-faire. C'est ce qui fait la richesse de notre patrimoine culinaire. On est très bien conseillés, on apprend bien, avec des techniques traditionnelles, donc c'est bien, c'est intéressant. 12h30, c'est le coup de feu en cuisine. Au lieu de faire à manger à la direction, on fait à manger à des gens qui en ont plus besoin, du coup. C'est la 6e fois que Brest accueille ce repas, avec toujours le même plaisir de cuisiner bénévolement pour les personnes précaires. C'est offrir du bonheur, faire de la cuisine. C'est d'autres mentors à nous, comme Joël Robuchon, comme Paul Bocuse, qui disaient c'est le bonheur d'offrir du bonheur. On prend du plaisir à offrir du bonheur. L'opération continue pendant les fêtes dans d'autres villes de France. L'association sert plus de 3000 repas chaque année. Voilà pour ce reportage tourné cet hiver à Brest, les bouffons de la cuisine. Comment ça marche ? Eh ben, les bouffons de la cuisine, c'est une association magnifique qui a été créée par Michel Trama, chef 3 étoiles à Puymerol, à côté d'Agen. Un garçon merveilleux, avec qui je suis ami depuis pas mal d'années, et qui voulait un petit peu passer le relais, voilà, et qui pendant le confinement m'a dit « Patrick, ce serait bien que ce soit toi qui le fasses ». Je lui ai dit « Je ne sais pas si je suis capable de le faire, mais si. » Bref, j'ai accepté et aujourd'hui je suis très heureux et très fier d'être président des bouffons de la cuisine en France. Et justement, vous avez enjoint Christophe Le Fur à venir vous rejoindre dans l'aventure. Voilà. Et Christophe a dit oui tout de suite. Oui, c'est ça. Vous avez mis en place un food truck. Oui, à disposition votre food truck que vous aviez à l'époque. Tout à fait, qui était en route sur les routes des Côtes d'Armor, où j'avais eu l'idée justement avec ce confinement de dire qu'est-ce que je vais faire demain. Et finalement, Patrick m'appelle et puis il me dit, voilà, on est ennuyé parce qu'on ne peut pas restaurer ces bénéficiaires dans une salle close, à table, tout le monde. Est-ce que l'idée ne serait pas de sortir et puis sortir ces repas du food truck? Donc 4 dates. 4 samedis, en 4 fin samedis, d'année. Voilà, en fin d'année. Rennes, Auray, Loudéac, Brest. Et puis je confirme ce que Patrick a accepté parce que c'est un homme de cœur tout simplement. Donc les bouffons de la cuisine, c'est une association de cœur. Ouais. On ne vient pas faire du spectacle, on ne vient pas faire du cinéma. On vient aussi apporter du bonheur et de la joie à travers nos assiettes, à travers ce qu'on sait faire, nous les cuisiniers. Et puis voilà. Et c'était la première fois que vous faisiez une telle action pour un public aussi particulier ? Oui. Enfin, j'avais déjà fait avec les maîtres cuisiniers pour des dîners caritatifs aussi, ou quand j'ai du temps et je suis aussi attaché à ça. Sur quoi vous avez ouvert les yeux grâce à cette association depuis que vous y êtes, Patrick Geffroy ? La difficulté de certaines personnes nous touche, vraiment. Déjà quand on voit des enfants, les mamans qui viennent avec des enfants, les enfants qui s'assoient ou même qui partent avec leur paquet, parce que avec le confinement, c'était comme ça. Ce plaisir des yeux des enfants qui sont heureux,
c'est extraordinaire pour nous, c'est extraordinaire. Vous Et aussi. puis on fait plein d'événements. Là, on est en train d'organiser des repas pour les étudiants en médecine. Au mois de septembre, je vais avec un autre chef qui s'appelle Michel Portos. On va aller dans une prison à Versailles, une prison de femmes, pour faire des cours de cuisine à ces dames. Voilà, on est... Ce sont des expériences qui marquent, qui bousculent en tant que chef, parce qu'on sort de sa zone de confort presque. Bah, on quitte nos fourneaux, on va voir presque ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Et ces enfants avec ces petits sacs, avec un repas, c'était un cadeau de Noël, quoi. Ils n'avaient pas besoin de jouets, ils avaient un bon repas, quelque chose de chaud qui allait... ils allaient s'installer autour d'une table avec leur maman, avec leur papa, et c'était le côté festif, quoi. C'était vraiment des grands moments où nous, cuisiniers, on est peut-être un peu bourrus, un petit peu comme ça, mais ça respire quand même un peu là-dedans. Et ce n'est pas les initiatives qui manquent. Allez, un dernier petit clin d'œil. On arrive bientôt au terme de cette émission. Il fait partie des gens qui comptent pour vous. Et avec lui aussi, vous avez une action dans quelques mois un peu caritative. Il habite à 1h30 de vol. Regardez. Je vous présente Monsieur Chef Alain Caron. Ah oui. Je vais vous parler de Patrick Geffroy. Patrick Geffroy, c'est quelqu'un, quand on est à côté de lui, on n'a pas froid, on a bien chaud. Ce mec, il est génial, il est adorable, c'est un copain. J'ai voyagé beaucoup partout dans le monde et il sait vraiment qu'est-ce que c'est que la cuisine. Parce que c'est un grand cuisinier, bien sûr 2 étoiles, mais qu'est-ce qu'on se marre avec lui, mais qu'est-ce qu'on rigole, parce qu'il n'en a rien à foutre. Avec Geffroy, il ne faut pas être un imbécile, parce qu'il te tient et il fait très attention. Et moi, je l'adore pour ça. Il y a un moment où on arrive, on ne fait pas des petites commérations, des petites choses, machin. Il faut que ça soit droit. C'est comme dans la cuisine. Il faut que ça pêche, il faut que ça soit bien et que ça soit bon. Geffroy, il est bon. Il est bon, et je l'aime. On l'aime tous. Je crois que déclaration. Bien. Ah oui. Merci, monsieur Ferry. Allez, Geffroy. Une belle déclaration d'amour. Mais qui est cet homme? Racontez-nous. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai parlé avec lui dans le train. Avant d'arriver sur ce plateau. Ouais. J'étais avec lui au téléphone dans le train. C'est drôle, il était à Amsterdam. C'est un cuisinier merveilleux. Alain Caron, chef à Amsterdam. Voilà, c'est un Parisien d'origine qui a travaillé dans les étoilés, dans plein de restaurants étoilés, et qui est depuis plus de 30 ans maintenant à Amsterdam. C'est une star là-bas. Il est animateur de télévision, il a 4 restaurants. On a fait énormément de cuisine par le monde ensemble et on va en faire encore. Et c'est une belle rencontre amicale de la cuisine. Oui, et puis des fois les rencontres ça s'explique pas. Et on est comme des frères, quoi. Et on s'en fait beaucoup des amis comme ça dans le monde de la cuisine? Ou c'est plus compliqué? Non, peut-être pas des amis, mais moi j'ai eu un grand ami comme lui qui était... ça c'est à Carantec, vous avez une belle brochette quand même. Hein. Ouais. Parce que justement, quand on est chef étoilé, on rencontre du monde, du beau monde. Ouais. Qu'est-ce qui reste de tout ça quand vous regardez en arrière regardez celui qui est au milieu. Là. Olivier Belin qu'on a reçu sur ce plateau. C'est un vrai ami, un vrai ami. Ouais. Je le défends bec et ongle, ce garçon. C'est peut-être notre futur 3 étoiles, je ne sais pas, breton. C'est un garçon, c'est un Finistérien qui est comme moi. Il a les mains dans les cailloux. Voilà. On va finir avec une dernière photo, Patrick Geffroy, si vous le voulez bien, avec la casquette de grand-père, et forcément en cuisine. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette photo? C'est le cadeau de la vie. Voilà, c'est le cadeau de la vie. C'est mon dernier, j'ai 3 petits-enfants. Cette photo, c'est le dernier qu'on voit là, qui casse les œufs avec moi. Je ne fais pas ça pour qu'ils deviennent cuisiniers. Ouais. Je fais ça pour la manipulation de la matière, pour quelque part, bientôt, les enfants ne sauront même plus qu'un œuf, c'est un œuf. Je crois qu'il y a Jean-Luc Maillard qui acquiesce. C'est vrai, hein. Voilà, et moi, j'ai eu la chance, petit, de faire ce genre de choses. Voilà, bon, je l'appelle mon petit bonheur, alors vous voyez. Ouais, votre petit bonheur en cuisine. Ouais. Dans le bon sens du terme. Merci beaucoup Patrick Geffroy d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jean-Luc Maillard, Christophe Le Fur d'avoir participé à cette émission. C'est l'heure de la traditionnelle photo de fin d'émission pour garder un joli souvenir de cette
cette jolie après-midi, matinée à vos côtés. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre bretonne. Merci. Merci à vous. Merci. Et la petite photo. Vous êtes prêts? Parce que c'est en direct là la photo. Hein. D'accord. Je vais pas très bien. Attends, ça arrive.